Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique, géostratégie d'Alain Juillet. Et alors là, je crois que nous allons parler d'un pays qui fait l'actualité du moment, et un très grand pays, et on va analyser certainement les relations entre ce pays et la France. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va parler du Brésil. C'est ce pays en éternel devenir, comme disait le général de Gaulle, mais en réalité, pays qui est devenu de plus en plus important, non seulement par l'élection dont nous allons parler, entre la compétition entre M. Lula et M. Bolsonaro, qui est très importante pour l'avenir de ce continent, mais aussi le Brésil, qui est une puissance économique qui continue, et on en parlera aussi, à monter à tel point qu'il doit être 8e actuellement, 7e ou 8e sur le marché mondial. Je vous rappelle que nous sommes 6e, mais qu'à la vitesse où lui progresse et nous on dégringole, eh bien dans les 3 ans à venir, il va nous passer. Donc nous serons derrière le Brésil au niveau mondial. Ce pays énorme, 15 fois la France, donc on ne peut pas ne pas s'y intéresser. C'est ça le problème. Et on ne peut pas se contenter d'affirmations plus ou moins erronées, je dirais, faites par des gens qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont pas étudié. Alors, c'est pour ça, je me suis dit que pour nos auditeurs, il fallait quand même qu'on leur explique ce que c'était que le vrai Brésil, pas celui de nos journaux, mais le vrai. Et pour ça, j'ai invité un ami, parce qu'on le connaît de longue date, Bruno Racouchot, qui a plusieurs caractéristiques. D'abord, moi je l'ai connu à l'époque où, avec François-Bernard Huyghe, c'était un des 2 seuls spécialistes en France de l'influence. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'influence, mais les 2 premiers qui ont expliqué ce que c'était Huyghe, qui est récemment disparu, et Bruno. Premier point. Le deuxième, c'est qu'il a fait une revue. Il dirige, il est fondateur et président d'une revue qui s'appelle Communication et Influence, et qui justement parle de toutes ces techniques, de toutes ces approches. Et le troisième volet, et qui bien sûr explique totalement pourquoi il est là, c'est qu'il est aussi chef d'entreprise dans le sud du Brésil. Donc c'est quelqu'un qui vit en Brésil la plus grande partie de son temps et qui connaît parfaitement tous les arcanes de la vie brésilienne. Alors Bruno, bonjour. Bonjour Alain. Et on va commencer par, je dirais, une question qui s'impose à tous. Les journaux français, les médias français nous avaient annoncé que Lula allait faire un triomphe. Et puis, surprise générale, quand on regarde les résultats du premier tour, Bolsonaro est pas loin derrière Lula, d'une part, mais d'autre part, et à mon avis c'est beaucoup plus important encore, les postes de gouverneurs qui sont faits en même temps, les élections sont faites en même temps que celles du président, les postes de gouverneurs et les postes de députés et de sénateurs, donc l'équivalent, sont en majorité, enfin du moins le parti majoritaire, c'est le parti de Bolsonaro. Donc ça veut dire que de toute manière, quel que soit celui qui sera élu, les partisans de Bolsonaro vont avoir une énorme influence dans la vie future. Alors, comment on peut expliquer tout ça ? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, il existe un déphasage entre ce qui était prévu et ce qui s'est réalisé. Mais c'était exactement le même cas de figure en 2018, puisque les instituts de sondage, les mêmes qui minimisaient Bolsonaro il y a encore 2 mois, étaient ceux qui annonçaient qu'il ne serait jamais au 2e tour en 2018, et il a gagné au 2e tour avec 55% des voix. Donc il y a une différence entre la connaissance réelle du terrain et la connaissance médiatique, où l'on fait que l'on est influencé par les journaux ou par les instituts de sondage. Moi, ce que j'essaye de faire dans ma démarche au Brésil, c'est de connaître le terrain, connaître ce pays immense en y voyageant beaucoup, et ce depuis la fin des années 70, donc j'arrive à mettre en perspective ces éléments sur le long terme. Et là, indéniablement, on peut dire que pour ces élections, Bolsonaro s'est implanté localement, ce qui n'était pas le cas dans les élections de 2018. Il s'est implanté localement sur l'ensemble du territoire, et on voit en fait, quand on regarde la carte du Brésil, qu'il y a aujourd'hui 3 Brésils. Il y a un Brésil industriel et agrobusiness extrêmement riche, qui est le grenier alimentaire du monde de demain. Donc, grosso modo, les États du Sud, du Sud-Est, le Centre-Ouest.
Vous avez un Brésil qui a voté principalement Bolsonaro dans le nord et dans le nord-est, mais où il y a beaucoup encore de phénomènes de corruption et de criminalité, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et puis un Brésil qu'on ne connaît pas du tout, mais qui est intéressant à observer, c'est le Brésil qui se trouve aux marges de l'empire brésilien. Vous prenez 2 exemples, l'État d'Acre qui se colle à la Bolivie et au Pérou, l'État de Roraima qui colle, lui, au nord avec le Venezuela. Et ces États ont voté, ce sont des États pionniers, extrêmement dynamiques, des États un peu rustiques, dirions-nous entre nous. Mais par exemple, l'État de Roraima a voté à pratiquement 70% pour Bolsonaro. Il est directement au contact du Venezuela. Et donc, là, ils ont reçu des centaines de milliers de réfugiés vénézuéliens qui sont venus s'abriter chez Bolsonaro. Quand on regarde les résultats, aujourd'hui, Bolsonaro a le premier parti qui s'impose au Sénat. Et ça, c'est un fait nouveau parce qu'au Brésil, vous savez, il y a 26 États plus le district fédéral. Et chacun a élu 3 sénateurs. Et là, il y avait un tiers qui était renouvelable et les bolsonaristes ont fait une percée. Au Congrès, donc, ils ont également fait une percée. Bolsonaro est arrivé finalement à 5 points seulement derrière Lula. Et les gouverneurs, comme vous le disiez, c'est quelque chose de très important parce que le Brésil est un État fédéral. Donc, les gouverneurs des États ont des pouvoirs très grands. Donc, les principaux États, il y a des États qui sont passés du premier coup. Par exemple, dans le Minas Gerais, c'est un des 3 premiers États avec Rio de Janeiro. Ils sont passés et les ballottages qu'il y a pour le second tour font qu'on a bien des espoirs pour les États du Sud et pour l'État principal de São Paulo de voir des bolsonaristes à la tête de... Mais alors nous enfin, en France, on nous a présenté Bolsonaro comme celui qui avait complètement loupé le Covid, il y avait des morts partout. Enfin, bon. Comment ça se passe? C'est qu'ensuite, on le voit, il continue, et malgré les problèmes du Covid, il réussit à faire passer, à transformer en parti majoritaire. Donc il y a quand même quelque chose. Parce que la réalité médiatique, sa force, c'est d'avoir réalisé des choses concrètes dans le pays. Il a réussi un certain nombre de réformes alors qu'il n'avait pas de majorité au Congrès. Il a réussi l'infrastructure, les travaux et infrastructures, on y reviendra un petit peu après, qui n'étaient pas aboutis depuis 40 ans, il a réussi à en boucler beaucoup. Ça, c'est du concret. Il a l'appui des classes populaires parce qu'il a développé beaucoup d'aides en direction des plus nécessiteux. Et surtout, le premier point sur lequel il a été élu en 2018, c'est la lutte contre la criminalité et la corruption. Ça, c'est un élément clé qu'il faut prendre en ligne de compte. En 2018, il a battu le candidat de Lula. Et là, aujourd'hui, il se retrouve avec 43% des voix. Si l'on regarde bien, à première vue, on devrait dire que Lula devrait être élu sans problème parce qu'il va avoir l'appui, entre guillemets, des 2 candidats qui sont arrivés après, Simón Tebet et Ciro Gomes. Simplement, les choses ne sont pas si simples que ça. Je crois que Bolsonaro a encore des réservoirs de voix et que l'élection, elle sera très juste. En revanche, ce qui est certain, c'est que si Lula devient le prochain président du Brésil, il aura beaucoup de mal à s'appuyer sur... oui, puisqu'il n'aura plus l'assise qu'il avait. Il va être obligé de renégocier avec les partis du centre, ce qui veut dire qu'indirectement, on aura un retour de la corruption à l'échelle nationale. Ça, c'est un élément clé que peu d'observateurs sont en train de noter, mais malheureusement, s'il revient, on peut s'attendre. Dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est le vrai combat derrière ce qui se passe entre Lula et Bolsonaro. Le combat, c'est entre la lutte contre la corruption et la corruption. Voilà, en quelque sorte. Je schématise un peu. C'est pas pour rien qu'il a reçu l'appui du juge Moro. Bolsonaro, c'était le juge Moro qui était à la tête des principales enquêtes qui ont permis de mettre à jour des scandales d'envergure nationale, avait un très grand succès au Brésil. Il a participé comme ministre de la Justice au premier gouvernement de Bolsonaro, puis après il s'est fâché pour des frictions en particulier avec les fils de Bolsonaro. Il est devenu sénateur à ces élections, et là, il apporte à nouveau son appui à Bolsonaro. Donc on voit bien que la ligne de clivage, ça va être de savoir est-ce que l'on continue sur une croissance avec de la clarté, ou est-ce qu'il va y avoir un retour de la corruption. Donc là, il y a des éléments très précis. On va voir un petit peu après comment se structure l'économie brésilienne aujourd'hui, on va voir l'importance de ce point clé. Non, justement, alors allons-y, parce que les Français ne connaissent pas du tout le Brésil, ou très mal le Brésil. Et le Brésil, c'est une économie qui se développe, une économie qui fait partie des fameux BRICS, le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et mais bientôt l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, donc d'autres pays qui arrivent là-dedans, ce qui fait que ça devient un pôle économique majeur au niveau mondial. Donc, ils sont dans les BRICS, ils sont très ouverts à beaucoup de pays, ils ont refusé les sanctions, carrément, et donc c'était inacceptable de donner des sanctions
parce que les raisons de la guerre n'étaient pas celles qu'on racontait. Donc, où on en est dans ce pays au niveau économique? Et parce qu'on dit, par exemple, je l'ai dit au début, ils vont nous rattraper. Mais pourquoi? Il y a une vraie croissance permanente, où il y a une modernisation. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle se passe ce pays aujourd'hui, qui est entre parenthèses très riche au niveau minier, comme chacun sait? Le Brésil, c'est d'abord, il faut toujours garder à la tête l'étendue du territoire. Ce sont 215 millions d'habitants seulement, dirais-je, sur 15 fois le territoire de la France. 4300 km d'est en ouest, 4300 km du nord au sud, 7500 km de côte. Une richesse agroalimentaire extraordinaire, puisque vous avez aussi bien la capacité de produire au niveau de l'équateur des produits tropicaux que des produits qu'on trouvera en Normandie, dans l'extrême sud, avec des pommes. Bon. Donc une gamme très grande, il n'y a pas de catastrophe naturelle, nous n'avons jamais de tsunami, pas d'ouragan, etc. Des richesses en minerais qui sont absolument colossales. C'est une économie qui ne peut que croître. Je voudrais juste donner un exemple pour bien comprendre pourquoi il faut quand même voir l'évolution par rapport à la France. Nous, par exemple, nous allons avoir cette année probablement un déficit commercial qui avoisinera les 150 millions d'euros. Oui. Le Brésil, au moins. 150 milliards. Milliards d'euros et au moins. Parce Oui. que malheureusement, les choses... Le Brésil va engranger 50 milliards d'euros de bénéfices dans sa balance commerciale. Donc c'est un pays qui a énormément de ressources. Mais il a des ressources derrière ces ressources, parce que la plupart de ce qu'il produit, ce sont des produits qui ne sont pas manufacturés. J'en veux pour preuve qu'il échange avec la Chine, il vend à la Chine des produits bruts et il achète des produits manufacturés. La Chine est son premier partenaire commercial. Et puisque vous évoquiez la crise de l'Ukraine, il y a des prédominances dans l'économie et dans la politique brésilienne, que ce soit Lula ou Bolsonaro, les deux ont le même positionnement pratiquement sur l'affaire ukrainienne. C'est-à-dire, grosso modo, on ne croit pas à ce qui nous a été complètement dit sur les causes. De toute façon, c'est loin et nous, on définit nos intérêts en tant que Brésiliens et donc on continue à commercer avec la Chine, avec la Russie, etc. Donc un très grand pragmatisme dans l'économie. Cette économie, elle a des marges de croissance parce que quand on va arriver petit à petit à manufacturer sur place, à produire des produits manufacturés sur place, on va augmenter les marges. Oui. Donc tous ces éléments font que le Brésil va se développer. Et en plus, le territoire, il n'y a qu'une toute petite partie du territoire qui est vraiment occupée et développée. Ils ont des potentiels absolument inouïs en matière agricole. Par exemple, si demain, le Brésil décidait de mettre vraiment en valeur, à peu de frais, tout ce qu'ils peuvent mettre en matière de terres agricoles immédiatement disponibles, d'après les géographes de l'Université de São Paulo, ça représente 3 fois la superficie agricole française actuelle. Oui, mais justement, pour parler de l'agriculture, on accuse... les Français en particulier ont accusé les Brésiliens de brûler les forêts, de détruire les forêts dans l'Amazonie et le Mato Grosso. Enfin, il y a toute un historique que l'on raconte. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire de tout ça? Oui, il faut regarder le terrain, la réalité du terrain. On a une vision ici, me semble-t-il, très idéologisée des choses. C'est-à-dire qu'on veut voir le Brésil comme une sorte d'Éden qui devrait rester tel qu'il est, alors qu'il y a des populations qui ont besoin de se développer, besoin de de créer de la richesse. Il faut savoir que 50% des Brésiliens n'ont pas d'infrastructure sanitaire chez eux. Donc on a des marges de progression qui sont énormes. C'est une économie, aujourd'hui, quand vous regardez les problèmes, parler des Indiens, 14% des terres aujourd'hui sont réservées aux Indiens, et la partie des Indiens qui vivent sur cette terre est très petite, puisque c'est moins d'1 million de personnes. On parle de 850 000 personnes sur un territoire qui doit faire 2 fois la France, dans toutes les zones protégées. Et donc ça crée des problèmes intérieurement. Mais ça, c'est important, parce que ça veut dire ils n'ont pas fait, je me souviens, les Américains, par exemple, aux États-Unis, quand ils ont fait la chasse aux Indiens, ils les ont mis dans des réserves. Les réserves ne représentent pas 0,01% du territoire américain. Là, on est exactement dans la démarche contraire. Les Indiens ont une zone qui est 2 fois la France, et dans laquelle ils sont très protégés. Ils sont très protégés. Le risque principal pour eux, c'est surtout les intrusions du crime organisé dans ces zones, parce que le crime organisé sait qu'il ne va pas être pourchassé à cet endroit-là. Mais pour revenir aux Indiens, il faut voir que l'assimilation s'est quand même très bien passée en règle générale, et c'est beaucoup mieux passé au Brésil que dans tous les autres pays du continent américain. La plupart des Indiens sont des gens qui sont mélangés avec des Portugais, avec des Espagnols, avec les premiers colonisateurs du pays. Et donc, beaucoup de familles, beaucoup de gens ont des origines indiennes, s'intéressent à ça. Mais ils n'ont pas envie pour autant de retourner vivre dans les forêts. Donc il faut avoir un regard un petit peu distancié sur ces choses-là. Je pense que les médias, les relais d'opinion, les relais d'influence aujourd'hui donnent une image défavorable du Brésil, en donnant une image extrêmement partiale de ce que sont les populations indiennes au Brésil, qui sont pour l'immense majorité intégrées
et métissé. Ouais. Voilà. Alors, pour revenir sur toute cette zone où il y a les zones indiennes, donc il y a ce fameux problème de la déforestation qui a donné occasion à des échanges très violents entre le président de la République française et le président de la République brésilienne, et dans lesquels on les accusait en disant « mais vous détruisez les forêts pour développer vos activités industrielles ». Alors, qu'est-ce qu'il faut croire de tout ça? Alors, contrairement à ce qu'on pense, l'Amazonie est extrêmement surveillée. Il est difficile d'y faire ce que l'on veut, sauf dans les zones, bien évidemment, qui sont des zones frontières, parce que la police ne peut pas intervenir partout. Ouais. Et on verra pourquoi la police ne peut pas intervenir partout. C'est parce que les polices sont structurées par État et qu'il y a des États qui ne donnent pas de budget à la police. Donc, il faut aussi voir les jeux d'influence politique qu'il y a derrière ça. Oui, c'est une fédération. C'est une fédération, absolument. Une fédération. Hein. Comme les États-Unis, d'ailleurs. Comme les États-Unis. Donc, par exemple, dans les richesses du pays, la richesse agricole, elle s'est développée, mais il faut voir que la majorité du territoire brésilien est encore constitué de forêts. Oui. Donc ce sont quand même des territoires immenses. Et très souvent, on fait des focus sur des zones avec des chiffres qui doivent être placés dans le contexte des États. Et il y a une déforestation, il y a des problèmes du milieu ambiental, c'est indéniable, mais je crois que les Brésiliens d'expérience ont des obligations extrêmement lourdes pour conserver les forêts. On ne déforeste pas. Il y a bien évidemment des exemples, mais encore une fois, ces exemples doivent être corrélés avec l'expansion du crime organisé et la complicité avec les autorités politiques locales. Donc là, on revient à la corruption. On revient. De toute façon, c'est une des clés pour comprendre le Brésil. On ne peut pas comprendre l'élection de Bolsonaro en 2018 si l'on ne resitue pas ce qu'était le pays après 30 ans baignant dans la corruption et la criminalité. Pour vous donner un simple exemple, les chercheurs sud-américains ont fait une étude pour chiffrer le coût de la criminalité et de la corruption au Brésil en 2017. Ils l'ont établi à 5,9% du PIB brésilien, dont je rappelle que c'est l'une des 10 premières puissances mondiales, c'est-à-dire approximativement 100 milliards d'euros. Oui, plus de 2 fois le budget de la défense français. C'est les gangs criminels brésiliens ont leur propre armée, puisqu'on a estimé le nombre de tueurs qui sont dans les rangs des principaux gangs brésiliens à 100 000 tueurs qui peuvent être mobilisés du jour au lendemain avec un choix, tuer ou être tué. Donc la marge de manœuvre est restreinte. D'autre part, il faut voir que... Et on peut survivre quand on est un politique dans ce pays-là? On peut survivre. Un politique peut arriver à survivre. La preuve, c'est que les ministres de Bolsonaro sont des ministres extrêmement compétents, à la différence de ceux qui étaient précédemment. On a eu là pendant 4 ans des techniciens à la tête des ministères. Donc c'était des gens qui connaissaient leur travail et qui ont réussi à reprendre la main sur un certain nombre de dossiers. Quand vous regardez la criminalité, en général, quand on parle à des Français, on leur dit où est-ce qu'il y a le plus de morts dans les criminels? Ah bah c'est au Mexique. Pourquoi? Parce que le Mexique touche les États-Unis et donc les gens qui font des séries américaines prennent l'exemple de ce qu'ils connaissent au sud des États-Unis. Le Brésil, ils ne savent même pas souvent où ça se trouve même. Bon. Donc ils prennent le Mexique. Le Mexique, à la même époque, était à environ 17 à 18 homicides pour 100 000 habitants. Ce qui est énorme. Je vous rappelle qu'en Europe, on est entre 1 et 2 pour 100 000 habitants. Non, c'est clair. Le Brésil avait un taux d'homicide le double du Mexique, puisqu'on était à 31 pour 100 000, soit 65 000 homicides par an. Si vous rajoutez les disparitions, qui sont de 100 000 par an, vous en prenez la moitié qui sont des disparitions, parce que dans le nord du pays, quand un corps disparaît en Amazonie, en 6 heures, c'est terminé. Donc vous avez une idée. Il y a eu plus de morts au Brésil par arme à feu entre 2007 et 2017 que dans toute la guerre civile en Syrie. Donc ces chiffres-là doivent faire prendre conscience que le crime était partout. Le crime au Brésil, c'est un peu comme l'enfer de Dante. Vous savez, vous avez des cercles comme ça qui s'empilent. Vous avez la criminalité de la rue qui touche tous les Brésiliens, mais surtout les plus pauvres. Parce que quand vous parlez avec les gens, c'est les plus malheureux qui souffrent. Monsieur Rakucho, Monsieur Bruno, vous vivez dans un endroit où il y a des caméras, des barbelettes, etc. Il y a des gardiens, vous êtes protégés. Nous, on prend le bus le matin, le soir. Les Brésiliens travaillent beaucoup, ils sont très courageux et souvent ils sont rançonnés et ils craignent pour leur famille. Donc ce socle-là n'en pouvait plus de la criminalité. Mais cette criminalité des rues, elle n'a été rendue possible que parce qu'une certaine classe politique la tolérait et en vivait. C'est ça, Et au-dessus, vous trouvez la criminalité transfrontalière, la criminalité financière internationale qui voit le Brésil le moyen de faire main basse sur un certain nombre de richesses. Donc il faut garder ces éléments en tête pour comprendre le succès de Bolsonaro en 2018. Alors, on vient de parler de Bolsonaro, on a parlé un peu du Brésil, des choses dont on parlait sur le Brésil et puis de la situation brésilienne. Aujourd'hui, quelles sont les relations, comment on peut voir, comment on peut expliquer
les relations entre le Brésil et l'Europe, les États-Unis, on peut en dire un mot, mais surtout le Brésil et l'Europe, le Brésil et la France, parce que c'est quand même important. Et puis peut-être derrière, on pourrait aussi évoquer la relation du Brésil avec les pays, ces fameux pays, ces BRICS, qui sont en définitive tous actuellement opposants à la France par l'Indonésie. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que la structuration quand on étudie le positionnement du Brésil aujourd'hui, il faut garder à l'esprit cette dimension criminalité et corruption, parce qu'elle a des influences sur l'intégralité de la vie économique. Je vous donne un exemple entre 100 000. Il y a des travaux qui étaient engagés depuis 40 ans et qui n'arrivaient pas à trouver leur aboutissement. Le ministre des Infrastructures s'appelle Tarcísio Gomes de Freitas. Il a quitté son poste pour se présenter au gouverneur de São Paulo. C'est un ancien capitaine de l'armée, ingénieur passé par les meilleures écoles internationales, qui est capable d'expliquer les questions d'infrastructure dans tous les pays du monde. Et un jour, un journaliste lui pose la question. « Monsieur le ministre, comment avez-vous fait pour terminer des travaux qui n'étaient pas terminés depuis 40 ans ?» Et très sérieusement, il regarde la personne qui interviewe et dit « J'ai procédé à un exorcisme. » « Ah bon, comment avez-vous fait ? » « J'ai fait venir des incorruptibles de la police fédérale, spécialistes des questions financières, et en 6 mois, on a retrouvé le moyen d'avoir les budgets qui étaient détournés. Ils ont mis en retraite anticipée, disons poliment, 3000 fonctionnaires, ils ont repris les budgets et ils ont réussi à terminer un certain nombre de projets. J'en donne un parmi 100 000. La BR-163, la BR-163, c'est une route de 4000 km qui part du Rio Grande do Sul et qui va jusqu'à Santarém sur l'Amazone. Et c'est la route qui permettait en fait l'acheminement de toutes les récoltes de soja qui vont sur le Rio Tapajós pour être ensuite exportées dans le monde entier, notamment en Chine. Il y avait un tronçon de 50 km qui n'avait jamais pu être asphalté. Eh bien, qu'ont fait les Brésiliens ? Ils ont dit, cette fois-ci, on va faire une opération militaire. Et ils ont réussi en 4 mois à asphalter 50 km en Amazonie, parce qu'en Amazonie, vous ne pouvez travailler que 4 mois par an, sinon c'est les pluies. Et avant, vous aviez des fils de 50 km de poids lourds. Les poids lourds vivent souvent avec leur famille dans les camions, qui étaient embourbés avec leur cargaison qui allait pourrir et qui ne pouvait pas être exportée. Donc ça, ce sont des choses pratico-pratiques. On voit que concrètement sur le terrain, on pourrait parler de l'irrigation du Rio San Francisco qui va permettre à une grande partie du nord-est de bénéficier de ressources d'eau. Donc tous ces éléments font qu'en développant ces infrastructures, le territoire s'enrichit. Nous, on ne le perçoit pas comme ça quand on est en France. C'est bien ça, parce que en t'écoutant, et en repensant aussi à ce qui se passe en Afrique et dans d'autres zones du monde, on a l'impression que nous avons encore de ces pays, et qu'on attend, on a une vision colonialiste, mais complètement colonialiste, et évidemment qui est inacceptable pour des pays qui depuis ont acquis leur liberté. Absolument. C'est en plus d'autant plus paradoxal que le Brésil a la plus grande frontière, la France a sa plus grande frontière terrestre avec le Brésil. Et oui, au nord, avec la Guyane. Voilà, alors, Guyane, au nord-ouest. Pardon. Au nord-est. Et donc nous avons 850 km selon les différentes approximations de kilomètres. C'est non seulement entre la France et le Brésil, mais entre le Mercosur, le marché commun sud-américain, et l'Union européenne. Et en fait, il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de synergie pour des questions politiques. Alors que nous aurions tout à gagner, bien évidemment, à profiter de notre positionnement clé. Sûr, oui. Et ce que les Brésiliens reprochent, toutes classes confondues et tout bord politique confondu, ils nous accusent d'arrogance et d'ingérence dans les affaires intérieures brésiliennes. Ils ont horreur de voir que des gens vont commencer à donner des leçons. On se pose en position néocoloniale. Et donc, c'est très difficile quand on est avec des Brésiliens. Il faut bien préciser que l'on ne partage pas cette vue parce que sinon, on a du mal à nouer des relations solides avec eux. Oui, c'est-à-dire qu'on se comporte avec les Brésiliens comme on a tendance à se comporter, on s'est comporté avec les Africains, avec les résultats qu'on connaît au niveau du Sahel. Mais pour revenir justement à ces relations franco-brésiliennes, parce qu'au départ, on a été un des points de départ dans ce pays quand même. Absolument. Donc ils ont quand même, même si les Portugais ont su tout contrôler, on était quand même un peu là, nous aussi. Depuis l'origine, puisque la première expédition française au Brésil date de 1555, donc 55 ans après la découverte du Brésil par Pedro Cabral, les Français tentent une expédition à Rio de Janeiro. Exactement. Voilà, et en bon français bien évidemment, éclate une dispute dans
l'expédition entre les catholiques et les huguenots, et ce qui fait que les Portugais n'ont aucun mal à nous chasser de la baie de Guanabara. Ça, c'est le premier épisode. Oui, ensuite, quand c'était installé, c'est bien ça. Oui. Les Français, je me souviens, c'est les corsaires français, étaient installés, sont arrivés, et sont installés, ce qui est aujourd'hui Rio de Janeiro. Absolument. Dans cette magnifique baie, c'était les Français qui étaient là. Oui. Cabral, il est arrivé au nord du Brésil, vers Recife. Hein. C'est bien ça. C'est ça. Et la seconde expédition française, donc de la France équinoxiale, a lieu en 1612-1615 à Saint-Luis de Maranhão, cette fois dans le nord-est du Brésil. Et là aussi, les Portugais vont nous chasser. Et en fait, si le Brésil existe sous sa forme actuelle, c'est grâce à Napoléon. Parce que Napoléon, en 1808, met le cap sur l'Espagne et le Portugal. Les Britanniques vont aller convaincre la cour du Portugal qu'il y a un grand risque pour eux. Et ils vont exfiltrer la cour du Portugal vers le Brésil, en négociant au passage tous les droits de port et de douane au profit de leur marine, bien évidemment. Se faire du bien. Exactement. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le Brésil, et en 1622, donc il y a exactement 200 ans, le Brésil va proclamer son indépendance. Le roi repart au Portugal, laisse son fils sur le trône, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un vrai développement du Brésil. Mais à partir de ce moment-là, les Français vont être présents, vont jouer un très grand rôle dans le développement scientifique, économique, technologique, pédagogique du Brésil. Oui, parce qu'on avait la côte. À l'époque, ceux qui aiment l'aviation le savent, à l'époque où Mermoz avait traversé, avec l'Arc-en-Ciel, avait traversé l'Atlantique depuis Dakar, et c'était la première fois, et à l'époque où les autres, avec Guillaume et les autres, allaient vers la cordillère des Andes, c'était une époque où les Français avaient une image extraordinaire dans ce pays. Ah oui, l'empereur Dom Pedro... Comment a-t-on pu perdre progressivement notre image pour à la fin terminer comme des purs colonisateurs, alors que nous avions au départ, on était considérés comme le grand frère respecté, je dirais. Si on prend la période qui court de 1815 jusqu'à la fin des années 80, jusqu'au milieu des années 80, les Français sont omniprésents dans la vie politique, économique et scientifique du Brésil. Jean-Baptiste Debret, un ancien officier de Napoléon, il arrive là-bas parce qu'il n'a plus de travail en France, si j'ose dire, avec le nouveau régime. Il va développer les grandes écoles du Brésil. L'empereur Dom Pedro se lie d'amitié avec Victor Hugo. Il finira d'ailleurs sa vie à Paris, en exil. Toutes les grandes restructurations de Rio se font avec des gens qui sont formés à l'école de Haussmann. Ici, c'est pour ça que vous avez ce grand opéra, le grand théâtre municipal de Rio, qui est une copie de l'opéra Garnier. Ensuite, il y a la mission Gamelin en 1919, où la France, auréolée de son prestige de 14-18, va structurer l'armée brésilienne et l'aviation brésilienne. Puis après, quand vous continuez, ce sont les sciences sociales, avec Claude Lévi-Strauss, qui va aller étudier les Indiens Bororo dans ce qui est aujourd'hui le Mato Grosso du Sud. Vous avez toute l'école de sociologie, de géographie, Brodel, etc., qui va développer ses influences. Et puis après, on en arrive aux années 70 avec le cinéma à la nouvelle vague. Brigitte Bardot est adulée au Brésil. Sur la plage de Búzios, à côté de Rio, vous avez sa statue, vous pouvez vous faire prendre en photo. Et puis je crois qu'il y a eu un point extrêmement important dans l'histoire des relations entre la France et le Brésil, c'est l'extraordinaire impulsion donnée par le général de Gaulle en 1964. C'est ça, j'allais vous dire. De Gaulle avait créé un enthousiasme aussi. Absolument. Pour resituer des relations. Oui. Pour resituer pour nos spectateurs la configuration de l'époque, en 64, au printemps 64, a lieu au Brésil un coup d'État, on est dans la guerre froide, plus ou moins soutenu par les Américains, qui établit un régime militaire. Et de Gaulle voit en septembre de la même année, 64, la possibilité de replacer la présence française alors que les États-Unis sont en train de gagner tout le sous-continent à leurs mains. À l'époque. Et donc de Gaulle va terminer ce grand voyage de 3 semaines en Amérique du Sud par un séjour de 3 jours au Brésil, et il va impulser une nouvelle coopération, y compris militaire, avec les Brésiliens. Et cette coopération va permettre au Brésil et à la France de resserrer leurs liens, avec à la clé de très grandes réussites en matière d'armement, par exemple, puisque le Brésil produit aujourd'hui des sous-marins à propulsion nucléaire qui ont été faits en collaboration avec Naval Group, des CNS. Voilà. Donc ces éléments-là étaient des éléments extrêmement positifs de travail long terme. Excusez-moi de t'interrompre, mais comment, alors, quand on voit ça, on entend ça, comment on en arrive? Parce que quand on met à l'eau des sous-marins faits par les Français pour le Brésil, au Brésil, il n'y a pas de représentant de la France. Pour une question idéologique. Quand il y a eu la campagne électorale de 2018, tous les pays ont reçu tous les candidats. Le candidat de Lula, c'était Haddad à l'époque, mais les Français n'ont pas reçu
Bolsonaro, ils n'ont pas voulu. Alors que l'Espagne socialiste a reçu Bolsonaro dans son ambassade, ce qui se fait dans le milieu diplomatique de manière très courtoise. On reçoit tout le monde, on a tout intérêt. Absolument, on n'est pas amis avec des personnalités, on entretient des relations d'État à État. En décembre 2018, il y a la mise à l'eau du Riachuelo, ce premier sous-marin, donc à 1 grados 3, à mi-équidistance de Rio et de São Paulo, grosso modo. Et à ce moment-là, il y a tout le monde. Il y a le président en exercice, Michel Temer, et le futur président Bolsonaro, puisqu'il n'a pas encore pris ses fonctions. Il y a tous les ministres, c'est quand même une collaboration de 25 ans qui aboutit. Et du côté français, je crois qu'il n'y a que l'amiral Rogel qui est venu de la Marine et l'ambassadeur de France. Donc on fait le service minimum alors qu'on a en face de nous quand même 2 présidents de la République avec des marchés énormes à la clé. Et depuis, on n'a que des déconvenus au Brésil parce que nous sommes un géant économique, je dirais, mais un nain politique pour une mécompréhension, une incompréhension, une méconnaissance du pays. On est le premier employeur privé étranger au Brésil, avec des groupes comme Carrefour, Casino, etc. Il y a 600 entreprises françaises qui travaillent dans le pays. Mais on n'arrive pas à créer de symbiose, que ce soit sur le plan économique. On joue en fait sur notre créneau, on ne cherche pas à se développer sur d'autres secteurs. Alors mais une question, comment alors, toi qui connais bien, et pour cause, tu connais très bien le Brésil, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les relations ou pour relancer les relations? On peut pas, un pays comme la France ne peut pas se permettre d'être marginalisé ou de se marginaliser par rapport à une puissance qui fait partie des 10 premières puissances mondiales, qui va, comme on l'a rappelé, bientôt dépasser la France à ce niveau-là, qui est la première puissance de l'Amérique du Sud, enfin, qui est un pays incontournable dans le cadre des alliances internationales. Comment on fait pour essayer d'améliorer la situation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que la première chose, ce serait de revenir un petit peu de pragmatisme, d'arrêter d'avoir des œillères idéologiques, d'arrêter de fonctionner avec les filtres qui sont les médias qui nous parlent du Brésil. Moi, souvent, on me pose la question, comment ça se fait qu'on ne connaît pas tout ça? Je leur dis, c'est simple. Il y a une question que je n'arrive pas bien à comprendre sur le Brésil, je regarde les journaux mainstream français, je regarde ce qu'ils disent et je fais 180 degrés, je suis à peu près sûr de tomber sur quelque chose de juste. Donc on est dans une perception du Brésil qui est enfermée dans des schémas idéologiques complètement surannés et qui montrent que les gens ne connaissent pas la réalité du pays profond. Ils sont enfermés dans des cénacles. Alors là, on est vraiment dans le travail de l'influence et de l'influence, on est dans l'influence. Complètement. Hein. Et il y a une déconnexion par rapport aux réalités du pays. Moi, ce qui fait que je voyage énormément dans l'intérieur du pays, j'étudie de près tous les phénomènes de corruption, de criminalité, et ça permet de nouer des liens, de créer des réseaux qui sortent justement de ces risques-là. Un autre élément quand même que je voulais donner pour la perception du Brésil sur son économie, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, très peu de gens savent que par exemple le Brésil c'est le 3e constructeur d'avions au monde. Après Airbus et Boeing. Embraer vient de signer, il y a 3 ou 4 jours, un contrat avec une société américaine pour la vente d'avions. Voilà, donc ce sont des industries. L'économie brésilienne est une économie essentiellement qui vient du développement durable, de l'énergie durable. Ils ont un taux de production de CO2 extrêmement ridicule. Donc ils ont en fait des potentiels inouïs. Moi, ce que je verrais pour la France, c'est nous mettre sur ces capacités de production, montrer tout ce que l'on peut apporter en matière de transfert de technologie, en matière d'innovation, parce que les Brésiliens, sur ces marchés-là, ils sont preneurs, peuvent aller très vite et ils sont preneurs. Et ils ont des schémas de financement avec la BNDES, qui est la Banque de développement, qui sont extrêmement favorables. Donc, c'est là-dessus que nous travaillons dans le sud du pays. Et je crois que les Français ont des cartes à jouer. Mais il faut là qu'il y ait un effort des représentants en allant vers les Brésiliens, sans arrogance, en faisant preuve de pragmatisme, de réalisme, d'écouter le pays profond. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en permanence depuis. Alors, justement, par rapport aux Européens, par rapport aux Français, je viens d'écouter on écoute ce que tu nous dis. Et avec les Américains, comment ça se passe? Parce qu'ici, on a dit Bolsonaro est appuyé par les Américains, ils vont l'aider pour faire un coup d'État. Enfin bref, on ne peut qu'être dubitatif devant ce genre d'affirmation, mais comment ça se passe réellement? Parce que les Américains, moi je les ai connus, j'ai vécu au Brésil il y a 50 ans presque, même plus de 50 ans maintenant, et puis je suis revenu après, et ce qui m'avait frappé, moi, comme pour l'Argentine d'ailleurs, c'est qu'à des moments, ils ont détesté l'Amérique, mais à un point qu'on ne peut pas imaginer en Europe, les gringos, comme ils appelaient, hein, et à d'autres moments, par contre, il y avait de très bonnes relations. Alors, où on en est aujourd'hui entre les Américains et les Brésiliens, sachant
qu'on a vu les Brésiliens refuser d'appliquer les sanctions européo-américaines en disant non, non, nous on ne vous écoute pas parce que nous on veut vivre notre vie comme les Chinois, les Indiens, les autres. Où on en est vraiment maintenant? Pour bien comprendre le positionnement géostratégique de Bolsonaro, il faut étudier d'abord les personnes qui sont autour de lui, principalement son conseiller pour le renseignement, qui est le général Heleno, un homme d'une très grande valeur. Ces gens-là suivent une doctrine qui est celle du général Geisel dans les années 75, c'est-à-dire le pragmatisme réaliste. C'est une doctrine qui dit, nous, ce qu'on prend en ligne de compte, c'est l'intérêt du Brésil. C'est pas idiot. On n'est pas aligné. On n'est pas aligné. Et d'ailleurs, Geisel, on oublie qu'à l'époque de la dictature militaire, quand les Américains commencent à mettre la pression pour influer sur la vie politique du Brésil, Geisel, alors que c'est la junte qui est au pouvoir, décide de rompre avec les Américains. Il s'allie avec la Chine. Il reconnaît la révolution des œillets au Portugal. Il crée des liens diplomatiques avec l'Angola et le Mozambique, ou alors à l'époque il y a des troupes cubaines. Absolument. Donc il peut y avoir le basculement géopolitique. Donc quand on connaît bien l'armée brésilienne, on sait que c'est une armée qui est centrée sur l'intérêt national et qui n'est pas du tout alignée sur les Américains, contrairement à ce qu'on croit. Premier point. Le second point, c'est que Bolsonaro il était compatible avec Trump, mais il n'est pas compatible avec les Américains en général. Aujourd'hui, dans l'opposition qu'il y a, le clivage qu'il y a entre Lula... C'est clair qu'actuellement, il n'est pas du tout d'accord avec l'équipe de Biden. Hein. Oui. Et curieusement, il faut savoir que Lula, qui se présente comme un leader d'extrême gauche, ou de centre-gauche, a toujours entretenu d'excellentes relations avec George Bush Jr., que son numéro 2, le Alckmin, ancien gouverneur de São Paulo, est un habitué de l'ambassade américaine à Brasilia. Donc, ils entretiennent... Le dernier élément qui est curieux, c'est quand même que le patron de la CIA a fait un déplacement au printemps au Brésil pour mettre en garde Heleno et Bolsonaro contre une contestation du scrutin. Donc c'est quand même un chef d'une agence de renseignement qui se déplace à l'étranger. C'est quand même une attitude assez néocoloniale, si je puis dire. Plaisir, Et donc je pense que ça ne plaît pas beaucoup aux Brésiliens. Et le Brésil, n'oublions jamais une chose. Le Brésil ne s'intéresse pas beaucoup à sa politique étrangère. Pour lui, il faut faire preuve de pragmatisme. Le Brésil, c'est un empire centré sur lui-même. Ce n'est pas un empire qui a des volontés de conquête. Aujourd'hui, leur guerre, c'est une guerre intérieure contre le crime. Mais le Brésil, c'est un empire centré sur lui-même. Alors, on arrive à la fin de cette émission, de cette interview, de cet échange. J'ai rappelé en entrée que toi, tu vivais dans le sud du Brésil. On dit d'ailleurs que c'est la partie européenne du Brésil, au niveau du climat, du mode de vie, et d'ailleurs des gens qui s'y sont installés. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Pourquoi on s'installe? Pourquoi on ne va pas à São Paulo, qui est l'énorme ville, et plus de 20 millions d'habitants, complètement colossale. On ne va pas à Rio, malgré tous les fantasmes européens et français sur les jeunes femmes, les mulatas et les plages de Rio. Non, et le carnaval. Non. Comment on va en sud? C'est mieux le sud? C'est-à-dire pour un Européen comme moi, c'est plus facile d'y vivre parce que j'ai l'impression de vivre dans la vieille Europe des années 70. Donc je trouve ça assez sympathique. Il y a 3 États dans le sud. Les Français ne savent pas qu'en général, en dessous de São Paulo, il existe encore des territoires dans le sud du Brésil. Ça, oui. Donc il y a 3 États. Je vais simplifier. Ces 3 États font à peu près la superficie de la France avec une population d'un peu plus de 30 millions d'habitants. Bon. Vous avez le Paraná, qui est juste en dessous de São Paulo. Le Paraná, c'est un État qui a été peuplé en grande partie de populations slaves, biélorusses, russes, ukrainiens, polonais, etc. Bon. Ensuite, vous avez un tout petit État, très petit, qui s'appelle le Santa Catarina, 3 millions d'Allemands, et le Rio Grande do Sul, où je vis, avec Porto Alegre comme capitale, qui est un creuset où il y avait à l'origine, bien sûr, des Indiens, des Portugais, des Espagnols, et puis en 1824, colonisation allemande, et en 1870, colonisation italienne. Et tout ça fait un État ces 3 États sont devenus des États très riches, avec une économie qui fonctionne parfaitement. Et surtout, vous avez un très bon niveau d'éducation, un très bon niveau de vie. Pour nous autres Français qui sommes sensibles à la gastronomie, au plaisir de la table, moi je vis dans une région où je bois d'excellents vins italiens, j'ai des fromages, je mange du gorgonzola. Je vais dans des restaurants qui sont des restaurants allemands, italiens, voilà. Donc vous vivez dans un milieu qui est gastronomiquement européen. Vous avez les 4 saisons, c'est-à-dire qu'en hiver, moi je sais, en juin, juillet, je mets la cheminée dans ma maison, j'ai 3 cheminées dans la maison, plus le chauffage central, parce qu'on a 0 degré de température dans la Serra. La Serra, c'est à 60 km au nord de Porto Alegre, ça ressemble un peu aux Vosges, avec des villages allemands,
des villages italiens. Voilà. Donc c'est assez facile de se fondre dans ce domaine parce qu'il y a un écosystème européen. Mais c'est une zone qui est essentiellement agricole, avec tous les Européens, ou est-ce que c'est une zone où il y a des développements industriels, des nouvelles techno et ainsi de suite? Alors, vous avez de tout. Le Rio Grande do Sul a un très fort tissu industriel, de sociétés qui n'ont pas de corruption, tout simplement parce que c'est des sociétés italiennes qui sont faites avec des fonds qui venaient du Piémont et les Allemands avec des fonds qui venaient de Bavière. Oui, donc vous avez des structures extrêmement familiales, extrêmement fortes. Et ces trois États du Sud ils étaient agricoles, mais il n'y avait pas assez de superficie de terre. Au début des années 70, les généraux brésiliens ont dit on va ouvrir la frontière verte, la frontière de l'Ouest. Donc ça a été vraiment la conquête de l'Ouest. J'ai vécu ces éléments-là, cette vie-là, dans les années 80. Et c'est toute la richesse agricole du Brésil aujourd'hui, Mato Grosso du Sud, Mato Grosso, Goiás, etc., a été mise en valeur par les populations du Sud et du Minas qui sont venues se juxtaposer là. Et à partir de rien, en 40 ans, on réussit à créer une nouvelle richesse. Ce qui veut dire également que quand je vais mener des missions dans ces États-là, il suffit d'avoir les connexions avec les familles de Porto Alegre. On vous dit, va voir un tel, va voir un tel. Il y a des liens et donc, partout. création de réseau qui permet de s'implanter. Et les Français sont absents de ces territoires. Nous n'avons pas, il y a des opportunités énormes, mais nous ne sommes quasiment pas présents dans ces régions, où nous avons quelquefois quelques directeurs d'entreprise qui sont nommés, mais il n'y a pas d'irrigation politique, culturelle, stratégique. Une dernière question, on arrive absolument à la fin de notre émission et de notre enregistrement. Quand même une question, par rapport aux autres pays autour, par rapport au Chili, à la Colombie, à l'Argentine, en quelques mots, est-ce qu'on peut dire que les relations sont bonnes, mauvaises? Comment ça se passe? Le Brésil est extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'en on revient au pragmatisme. Voilà, par exemple, la Bolivie est pratiquement scindée en deux aujourd'hui. On peut considérer que toute la partie orientale de la Bolivie qui a besoin du Brésil pour exporter ses richesses agricoles, elle est sous contrôle des services de renseignement brésiliens, pour faire simple. C'est un soft power en quelque sorte. Mais le Brésil, c'est quand même le pôle majeur. Il n'y a plus de concurrents au Brésil. C'est le plus gros. Il y avait un jour une géographe du Pérou qui disait nous sommes tous face au Brésil dans la situation d'une souris qui coucherait dans le même lit qu'un éléphant. Et la nuit, si malheureusement l'éléphant se retourne, il écrase la souris sans s'en rendre compte. Donc voilà, c'est aussi l'image d'un Brésil surpuissant, avec une capacité énorme pour le futur. Et aujourd'hui, c'est le pôle de rayonnement central de l'Amérique du Sud. Avec l'exemple de la souris et du gros éléphant, on va arrêter là notre entretien. Merci. Parce que je pense qu'on a fait une bonne couverture. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre le Brésil dans sa réalité et non pas dans l'image qu'on voudrait en donner. Sachant que bientôt on va voir la suite, puisqu'il y a les élections prochainement pour la présidence. Et puis derrière, on va voir aussi l'évolution des relations entre le Brésil et les pays européens et le Brésil avec le reste du monde. Donc tout ça va être passionnant à suivre. Tu seras aux premières loges puisque tu es là-bas souvent, mais j'espère que plus tard on pourra se revoir pour en parler, pour constater un peu ce qui est en train de se passer. Merci Bruno d'être venu avec nous. Merci à vous. Eh bien écoutez, oui, effectivement, alors là, pour le coup, on découvre effectivement une nouvelle approche du Brésil, et c'est toujours intéressant avec les invités d'Alain Juillet de pouvoir regarder un tout petit peu plus loin que ce qu'on nous livre au quotidien dans nos confrères français. Et tout ça se passe sur Open Box TV. Donc merci de nous suivre et à bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Open Box TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat. Et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.